Et au bout du bras, il y a un spectromètre qui va permettre aussi de mesurer la composition des sols. Voilà, on le voit, voilà. Alors, le premier forage a lieu en février. On trace un trou de 16 mm de diamètre, 64 mm de profondeur. Et ça, c'est très bon signe, parce que vous voyez que c'est gris. C'est gris, ça veut dire que ça n'a pas été oxydé. Donc, l'oxydation du sol de Mars, c'est vraiment les premiers millimètres, c'est vraiment les premiers millimètres de surface. Donc, c'est très intéressant, ça va pouvoir être analysé par Shenmin et Sam. Alors, on n'a pas encore tous les résultats de ça. Ces prélèvements vont être dirigés vers les deux appareils qui vont permettre de mesurer la composition. On va les passer dans un tamis, que vous voyez ici. Alors, on va essayer, là, ils ont été intelligents parce que, vous vous rappelez la sonde Phoenix qui s'est posée vers le pôle nord de Mars. Ils avaient un système analogue, mais ils avaient fait un tamis tellement fin, rien n'est passé au travers. Ben oui, ça arrive des fois, voilà. Donc là, ça a bien marché. Et donc, voilà, on va passer au travers des instruments Kemin et SAM. On va mesurer soit en diffraction X, soit dans les petits carousels des 64 éléments. Et qu'est-ce qu'on cherche? En fait, alors ça, c'est le troisième point que vous pourriez retenir d'aujourd'hui et épater vos amis en disant que nous sommes tous des schnops. Ben oui, vous ne le saviez pas. Eh bien, vous êtes tous des schnops. Pourquoi? Parce que, eh bien, on est à base de C, H, N, O, P et S. Bon, vous ne ferez pas l'injure de dire ce que ça veut dire, bien sûr. Donc, et en fait, c'est ces éléments-là que l'on recherche. Alors, bande de schnops, je vous salue. Et on a découvert, justement, dans ces échantillons, décomposés d'argile. Ah, argile, ça fait tilt. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? L'argile, c'est important. L'argile, c'est la signature de l'eau longtemps présente et à une bonne température, pas chaude, pas glacée, etc. Donc, on peut dire que dans la zone où on a fait ces mesures, l'environnement était humide, peu oxydé, puisque vous avez vu que la carotte était grise et pas rouge, pas trop salé, pas trop acide, probablement légèrement alcalin. On a fait, ça je vous passe, c'est pas très intéressant, on a fait les mêmes mesures pour l'atmosphère, on a démontré la même chose, j'oublie ça, on va avancer un peu. Donc, les scientifiques de la mission ont annoncé, on fait une belle émission à ce moment-là, on a dit que ce milieu a supporté de l'eau liquide avec un pH neutre, bref, on aurait dû boire de cette eau. Vous vous rendez compte? On aurait dû boire de cette eau. Mais alors, évidemment, ça, c'était il y a 3 à 4 milliards d'années. Et oui. Alors voilà, d'autres belles photos. On a bien démontré encore que l'atmosphère de Mars était bien échappée avec SAM. On a montré que le mélange des isotopes d'argon était plus lourd aujourd'hui dans l'atmosphère que sur Terre. Ça veut dire que tous les éléments légers se sont échappés. Donc il y a bien eu évaporation de l'atmosphère martienne. Alors, un mystère encore. En roulant, Curiosity a brisé une roche, et l'intérieur, c'est bleu. Alors, on ne sait pas pourquoi. Heureusement, il y a plein de mystères sur Mars. On a refait d'autres trous, on a confirmé les résultats. Alors voilà, là, ça c'est une photo que j'ai vraiment très récente, que vient de ces jours-ci. On est dans ce coin-là. Et au mois d'août, on a eu assisté à quelque chose d'intéressant. Curiosity a photographié l'éclipse de Deimos par Phobos. Vous voyez, Deimos dans le fond, Phobos devant. C'est amusant, vous savez que ces deux petits satellites sont vraiment petits, mais ils sont proches de Mars, donc aux télé, on peut arriver à les voir. Et si vous visez bien, on voit Phobos qui passe devant Deimos. Et je vous signale que justement, en octobre, je crois, la comète Ison, vous avez tous entendu parler de la super comète qui va illuminer nos soirées de Noël. Non? Bon, je vous l'apprends.
il y a une belle comète qui risque d'être visible à l'œil nu, hein, aux alentours pendant tout le mois de décembre, un beau cadeau de Noël. Et cette comète, si elle survit au passage derrière le Soleil vers le 28 novembre, ça donnera un beau spectacle. Donc nous, à Vega, on va sûrement faire un jour une soirée d'observation spéciale. Donc branchez-vous sur le site de Vega ou sur le site de la ville, je ne sais pas, on fera sûrement une belle observation. Mais avant qu'elle soit visible dans nos cieux, là, le Plaisirois, en octobre, cette comète va passer près de Mars. Et alors, on va détourner toutes les sondes en orbite autour de Mars et les sondes sur le sol martien pour essayer de la visualiser. Ça va être formidable, voir une comète à partir d'une autre planète. Non mais vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il disait? Quelle époque formidable! Alors, Curiosity a enfin entamé son voyage, on arrive vers la fin, après je ne veux pas trop vous garder. Elle a encore 8 km à faire. Ça pourrait prendre peut-être une petite année pour arriver à la base du pic. Hein. Alors jusqu'à présent, Curiosity a envoyé 70 000 images, tiré 75 000 lasers, bon, et commence à faire des trajets de plus en plus longs. Hein. Alors je vous rappelle que cet endroit a été choisi à cause de la signature des argiles détectées. Alors ça c'est pris depuis il y a quelques jours, je l'ai piqué sur le site de la NASA. Vous voyez l'étoile en haut, c'est là où ça s'est posé. Start, c'est le point de départ, vraiment, où on a commencé à faire des photos. On est en ce moment au point que j'ai appelé au petit triangle, premier triangle vert que les Américains appellent Waypoint number 1. C'est ce point qu'ils ont appelé Darwin, ça on peut vraiment savoir pourquoi. Hein. Et vous voyez les différents triangles, c'est les points où en principe la sonde devrait faire des stops et des analyses du sol. Et voilà le point d'entrée, donc au printemps 2014, on devrait commencer l'escalade. Voilà où on en est. Alors, je voulais terminer par ça. Vous vous rappelez l'instrument RAD qui était à bord, RAD, la mesure de radiation, qui était à bord de la sonde? C'est la première fois qu'on a pensé, pourquoi on n'y a pas pensé avant? On a lancé une cinquantaine de sondes vers Mars. On a pensé à mettre à bord d'une sonde un détecteur de radiation. Je ne sais pas, ça paraît tellement évident. Eh bien, c'est la première fois. Hein. Et ce détecteur de radiation, il était placé dans MSL, dans toute la coque, à un endroit représentatif de l'épaisseur de matériaux de protection des sondes, de la sonde Orion, qui doit être la nouvelle capsule Super Apollo américaine. Ça vous dit quelque chose, ça? Voilà, vous dormez déjà? Non, ça vous dit quelque chose. Bon, donc, en mesurant les radiations à ce niveau-là, on avait à peu près l'information des radiations que pourraient subir des astronautes à bord de la capsule lors d'un voyage interplanétaire, soit vers Mars, soit vers un astéroïde, soit, bon, etc., etc. Eh bien, alors voilà cet instrument où il est situé, hein, vous voyez, le RAD. On le voit ici, hein, c'est cette fenêtre qui est là, donc quand il est dans la capsule, on la voit peut-être, voilà. Vous voyez, c'est à peu près de la même taille, hein, la sonde MSL avec ses capots et la sonde Orion. On pense que c'est des conditions similaires, et on a montré clairement que l'exposition aux radiations pour les astronautes serait très critique. Hein. Alors il y a deux types de rayonnements dangereux, vraiment. Les rayonnements cosmiques extragalactiques, bon, vous comprenez ce que ça veut dire, ça vient de externe à la galaxie, et les particules du Soleil. Hein, le Soleil, lors des éruptions solaires, il y a plus ou moins de particules dangereuses, etc. Alors, je ne veux pas vous rentrer dans un débat là-dessus, mais il y a différentes unités, si ça vous intéresse, je pourrais répondre à des questions, mais disons, il y a des limites, on s'est aperçu qu'il y a des limites quand même à ces radiations pour que ça soit sans danger pour l'homme. Et en gros, pour les travailleurs du nucléaire, disons que les astronautes sont des travailleurs du nucléaire, c'est, peu importe l'unité, mais c'est 20 millisieverts par an. Bon, c'est pas énorme, hein, si vous habitez la Bretagne, près du granit, vous en prenez une petite partie, hein, quand même. Hein. Oh, pardon.
Voilà. Alors, et oui, il faut savoir quand même, 500 millisieverts par an favorisent fortement un cancer. 5 sieverts, 50% d'y passer, 10 sieverts, il n'y a plus de chance. Hein, d'accord? Or, l'instrument RAD a montré que Curiosity était exposé à des valeurs très importantes. Et ces valeurs, c'est surtout lié au cosmique, très énergétique. Et on voit ici que, si vous voyez ici sur ce petit tableau, l'échelle est logarithmique. Vous voyez à gauche, en vertical, c'est la dose, hein, la dose reçue. En vertical, c'est la dose, et en horizontal, c'est les différents types de missions. Par exemple, le taux annuel de radiation à gauche, le taux annuel au niveau de la mer. La courbe verte, la troisième, c'est lors d'un scan